Salut les amis, salut les footeux, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'une semaine en ballon, hashtag USB Foot en partenariat avec nos confrères de la Ligue régionale des Pays de la Loire. Cette semaine, dans USB Foot, focus sur du foot amateur avec notamment le club de Saint-Nazaire, Atlantic Football, le SNAF, et son directeur sportif et entraîneur. On va appeler sur ce plateau Lionel Duarte. Salut Lionel. Salut Anthony. Ravi de t'avoir ici. Merci beaucoup de l'accueil. Ah ben non, franchement, super content. Alors certains diront que je fais un petit peu de laisser aller parce que j'invite un club nazérien, donc ça se fait pas, même si j'ai des origines de là-bas. Et moi, en tout cas, je suis très content de t'avoir parce qu'on va pouvoir parler foot amateur, foot professionnel, foot féminin aussi, tu verras dans l'émission, pour aborder tout ça. Je disais directeur sportif et entraîneur, double casquette à Saint-Nazaire. Alors c'était pas prévu, on m'a recruté pour être directeur sportif, en charge de la ligne directrice sportive, et du coup je suis devenu entraîneur depuis cette année. Bon, on va mieux te connaître. Et tous les gens du milieu, évidemment, du Maine-et-Loire notamment, te connaissent beaucoup parce qu'on va voir que tu es passé pas mal par là-bas. Mais voilà, on va revenir un petit peu sur cette double carrière. D'abord, carrière de joueur. On va pouvoir le voir ensemble sur ce CV. Donc, on voit qu'à naissance le 20 janvier 76 avec une formation au Stade Rennais. C'est ça, je suis parti à l'âge de 12 ans et demi, 13 ans au Stade Rennais pendant 4 ans. Pendant 4 ans, et puis derrière, des départs du côté de Thouars, on va tout revoir ça, du côté d'Angers, et puis une arrivée sur la Loire-Atlantique avec Ancenis, un petit détour par la Vendée. En fait, tu as fait le tour des Pays de la Loire quasiment, il y a que la Sarthe. Exactement. La Sarthe et la Mayenne, pas encore fait. Je suis resté assez longtemps dans les clubs, mais ouais, j'ai pas fait la Sarthe et la Mayenne, mais bon. l'instant... Un vrai produit, effectivement, quasiment, puisque tu es né dans les Deux-Sèvres. C'est ça. Mais quasiment un vrai produit des Pays de la Loire. Et puis, carrière d'entraîneur qu'on va évidemment développer ensemble également. Il y a eu la double casquette, décidément, entre directeur sportif et puis entraîneur. Mais tu as eu aussi la double casquette entraîneur-joueur. Ouais, j'ai eu... Ancenis Ouais, c'est ça. Même la triple casquette où triple j'étais casquette. Manager général, coach et joueur aussi. On se mais très peu parce que mon état de santé ne me permettait pas de continuer. Bon, allez, on va évidemment parler de tout ça avec toi. Et on va commencer, puisque tu nous parlais de ce Stade Rennais où tu as fait la formation, tu es resté quelques années. On va regarder la photo, je pense que d'ailleurs ça doit être là-bas. Non. Alors ça, c'était où ? Première erreur. Ah voilà, ouais, première erreur, j'espère qu'il n'y en aura qu'une. Oh, elle est pas belle. Elle est pas belle. Enfin, on te reconnaît bien quand même. C'est le futsal à Chapelle-sur-Erdre. Chapelle-sur-Erdre, du coup pas très loin d'ici. Avec une belle équipe, Eddie Capron, Ziane, des gars qu'on connaît bien. Oui. Bon, qui sont aussi entraîneurs d'ailleurs. Qui sont aussi entraîneurs, oui. Effectivement. Alors, cette formation du Stade Rennais, on va en parler quand même un petit peu avec toi. Ça se passe comment ? Tu as eu le choix, on sait que tu es des Deux-Sèvres. Le Stade Rennais, c'était la solution la plus sympa à l'époque ? Non, c'était pas la plus simple. Je jouais à Hervaux, dans un petit club dans les Deux-Sèvres. Et voilà, j'étais en sélection des Sèvres, comme la plupart du cheminement. Et les Chamois niortais m'avaient demandé, mais moi et mes parents et moi ont été séduits par le projet du Stade Rennais. Et du coup, je suis parti relativement jeune au Stade Rennais. C'était déjà un gros centre de formation à l'époque quand même. Il y avait les Rampillons. Ouais, voilà, c'est ça. C'était Patrick Rampillon, le directeur. Voilà, c'était les saisons où ils alternaient entre la D2 et la D1. Ça manquait de stabilité, mais ça travaillait déjà très bien chez les jeunes. Oui, ça bossait bien. Du coup, tu pars parce que pas de contrat pro là-bas ? Comment ça se passe ? Non, je faisais à un moment donné pas l'affaire. C'était compliqué pour moi la situation familiale parce que je voyais plus mes parents. Et je pense qu'ils allaient changer d'avis sur la dernière année. Et j'ai préféré retrouver mes origines et aller à Thouars. Allez, à Thouars. Du côté de Thouars, justement, est-ce que cette fois on s'est trompé ou pas ? On va regarder sur cette photo ce document. Donc, celle-là, alors ? Celle-là ? Ah, est-ce que c'est une photo oui, alors là c'est compliqué parce que ça remonte à quelques années. Hein. Je suis pas sûr que ce soit moi. Alors, sur cette photo-là ? Je ne crois pas que ce soit moi. Si, alors, si, dans l'oreillette, Richard me dit si, c'est bien lui. si, c'est bien lui. Thouars, donc, retour, tu disais, dans ce club, oui. Où tu avais déjà, tu étais déjà passé, ou tu reviens parce que c'est vraiment à côté de chez tes parents ? Ouais, donc Thouars me suivait, c'était Bertrand Marchand à l'époque. National ? Non, ils étaient en National 2. 2, donc National l'équivalent 2, ouais. En N2, l'équivalent de la CFA. Et du coup, moi, je suis arrivé à 17 ans et j'ai été tout de suite intégré dans le groupe National 2 et ça s'est plutôt bien passé et je suis resté pendant 10 ans. Parce qu'à Rennes, avant, quand tu pars, tu étais dans quoi ? Dans quelle équipe ? U17 Nations. U17 Nations, ouais, donc il y avait encore une marche assez importante pour aller en N2. Exactement. Et ça se passe bien là-bas ? Ouais, ça se passe bien. Une quinzaine de matchs dès la première année et voilà. Après, malheureusement, les blessures ont commencé à s'enchaîner.
ça a été un petit peu compliqué. Un petit peu plus compliqué. Combien de temps tu restes là, cette première partie à Thouars? Alors 7 ans, avant de signer 7 ans où je m'en sers beaucoup aujourd'hui en tant qu'entraîneur et directeur sportif. On part en DH et on monte jusqu'au national, presque au niveau de la Ligue 2. Après, malheureusement, le président s'arrête et tout s'écroule. Et je signe un peu par défaut à Angesco parce que j'étais vraiment très bien chez moi. Je voulais pas repartir dans un club pro. Tu étais très bien chez toi. Ça tombe bien parce que tu parles d'Angers, tu parles aussi de gens qui étaient avec toi au quotidien et où justement tu t'éclatais et tu t'épanouissais très certainement. Alors à Thouars, il n'était pas là. Cette personne, elle n'était pas là, celle qu'on va voir bientôt. Mais en tout cas, elle se souvient très bien de toi et je pense que vous avez encore beaucoup de points en commun et beaucoup de discussions. On va l'écouter. Tu me fais peur. Lionel, bonjour, j'espère que tu vas bien. Bon, ça me fait plaisir que tu sois enfin reconnu et que tu passes à la télé. Lionel, j'avais 2 petites questions, je vais commencer par la première. Quel est ton plus grand souvenir de joueur de foot? Alors, tous reconnus, Steve Savidan, d'abord grand pote. C'est assez incroyable, Steve. Parce que je crois que les meilleurs souvenirs, c'est 2 fois avec lui. En tant que joueur, je crois que c'était contre lui, mon premier match pro. Et je crois que mon premier but, c'est le seul but d'ailleurs, c'est contre Ajaccio et Steve jouait. Et Steve jouait, d'accord. Alors, on va rien te cacher, on voulait mettre le but, on n'a pas les droits parce que ça appartenait à une autre chaîne à l'époque. Mais on en reparlera de ce but parce qu'en plus, il était cocasse et on pourra le décrire quand même. Ouais. La réponse à Steve Savidan, ton meilleur souvenir de joueur? Ouais, c'est celui-là. Et puis il y en a un deuxième avec lui où du coup, il était adjoint avec moi à Beaucouzé, je l'ai pris adjoint avec moi et je ne sais pas ce qui m'a pris un week-end, je ne jouais plus du tout et je me suis mis remplaçant pour le match de la montée contre le FC Rosé et il y a un coup franc, Steve, il savait que je savais un petit peu faire j'ai pas beaucoup de qualité mais celle-là je maîtrisais plutôt pas mal et il me dit sur le premier coup franc rentre et je suis pas rentré et le deuxième je dis là je vais rentrer et malheureusement c'est contre Sam que j'apprécie beaucoup contre Rosé et je rentre, je marque ce coup franc et c'était Steve mon adjoint donc c'est symbolique son intervention et merci à lui. Bon, et ben voilà, on en retrouvera Steve tout au long de cette émission. Il est un peu le fil rouge de toute façon, on va le retrouver parce qu'on le sait. D'abord, on l'aime beaucoup et il a participé à l'activation de cette émission et c'était très sympa de sa part. On parlait de toi, on parlait également d'Angers avec toi puisque c'est là-bas que finalement tu atterris après ces 7 années du côté de Thouars. C'est le monde pro, un monde que finalement tu ne voulais plus. Non. Pourquoi ? Pour plein de choses. Parce que c'était pas toi? Non, je marche beaucoup à l'humain, et puis ça avait été dur mes 4 ans au Stade Rennais en tant qu'enfant à pas voir mes parents, j'étais enfermé dans une chambre. Ah, tu l'as mal vécu, on le sent bien. Ouais, j'ai très mal vécu. J'ai très mal vécu et voilà, mais c'est ce qui m'a permis peut-être aujourd'hui d'avoir passé ces échelons-là. Et puis bizarrement, mais à Angesco, j'ai retrouvé un club extrêmement familial. Un groupe de supporters, un public qui était vraiment dans mon sens. Et j'ai vécu, avec Steve notamment, 2 ans et demi, parce que malheureusement, j'ai dû m'arrêter du jour au lendemain à cause d'une blessure. J'ai vécu 2 ans et demi exceptionnels. Ouais, on parle justement, là on va parler de gens qui sont passés entraîneurs, mais j'aimerais bien qu'on remontre une autre photo avant celle-ci, puisque justement Lionel nous parlait de cette amitié qu'il a pu créer autour du SCO d'Angers. On va voir qu'il y a une photo d'équipe, ça c'est 2000-2001, tu dois reconnaître quelques visages quand même. Ouais, je les reconnais tous. Ouais. Arnaud, François. David, Arnaud Marchand, François Lemasson. David Grossman, qui est mon assureur aujourd'hui. Arnaud Marchand, qui est avec moi au club de Saint-Nazaire en tant que parent. PPK Carquefou et Jérôme Molinier. Tout le monde. Voilà, c'était ça l'équipe sympa dont tu parlais. On était tout le temps. C'était un peu, malheureusement, on a eu une saison compliquée parce que on est descendu. Le projet était pas simple, mais quand Stéphane est arrivé, Stéphane Motin après, on a failli faire le miracle. Malheureusement, ça n'a pas marché, mais on était vraiment très très soudés. Je pense que vu les résultats, il y a plus d'un groupe qui aurait explosé. Effectivement, et puisque tu parlais d'Angesco, tu as ramené d'ailleurs un maillot très sympa, juste derrière toi, un maillot d'ailleurs qui est un peu ce qu'on disait avant l'émission, jaune, un maillot jaune d'Angesco, c'est quand même incroyable. Non, je suis désolé, c'est que j'avais beaucoup de blanc, mais j'ai donné tout à mes frères et à mes petits-neveux, et il me restait peu que celui-là qui était le maillot de l'extérieur. Il est collector, franchement garde-le, il est collector, il est magnifique avec ce numéro 11, et puisque tu parlais de ces 32 matchs en Ligue 1, en Ligue 2, pardon. Oui. De ce but marqué à cet instant, donc on n'a pas pu diffuser ces images, mais c'est une frappe lointaine contre Ajaccio au mois d'août 2000. Ouais, c'est ça. Et c'est une frappe qui rebondit sur le poteau.
Je me rappelle comme si c'était hier. Ouais. Vas-y, raconte-nous. Devant le banc de touche, en fait. Voilà, j'étais vraiment pas bien. C'était vraiment mon premier match. Voilà, je crois que c'est Xavier Benoît, qui est entraîneur aujourd'hui à Bressuire, qui me met le ballon, j'oriente et je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Je sais pas ce qui se passe, 25 mètres. Beaucoup de réussite, ouais. Et superbe but qui nous permet de gagner. Ouais, et c'est vrai que... Je sais plus. On s'est régalé. D'ailleurs, elle tape l'arrière du crâne du gardien et elle rentre. Ça, je me rappelle plus. Et ben voilà. Tu vois, au moins, on s'est craqué sur la première photo, mais au moins pas sur son but. Et sur ce but donc, que tu as inscrit donc, en Ligue 2, on a vu aussi un autre document. C'était justement d'anciens footballeurs également professionnels angevins qui sont aujourd'hui entraîneurs. Il y a eu beaucoup de joueurs qui sont devenus des entraîneurs. Alors, professionnel ou pas, ou dans le milieu amateur, voilà, on peut en voir. Il y a Olivier Guégan, qu'on connaît bien aussi. Guég, ouais, qui du coup, malheureusement n'est plus à Valenciennes avec Steve. Ben voilà. Stéphane qui du coup a arrêté aussi un petit peu la partie foot, avec qui je suis toujours en contact. C'est marrant parce que ces garçons-là, on se voit toujours. Pépé, Steve et puis Valère qui est un concurrent à la boule. Mais non, ça se passe très bien. Je suis invité d'ailleurs au début de l'année. Il y a beaucoup de gens passés par le SCO qui sont devenus entraîneurs. Est-ce que c'est juste une coïncidence ou est-ce que c'est vraiment un club qui, justement, peut-être fait réfléchir ses joueurs ou demande une réflexion à ses joueurs? Il y a un très bon exemple qui est Franck Hez, avec qui j'ai joué, avec qui on a eu la chance de jouer, et qui fait des malheurs en Ligue 1 avec son 3-5-2 à Lens. Ouais, c'est vrai. Félicitations pour ce qu'il fait. Ouais, c'est énorme parce notamment énorme dans le management. Ouais. Et puis dans le jeu, franchement, il nous régale. En Ligue 1, c'est vrai que pour avoir eu l'occasion de parler avec lui, c'est un vrai régal. Départ d'Angesco derrière, arrivé à Thouars pendant 1 an et demi, puis Ancenis, entraîneur-joueur pendant 5 saisons, quasiment. Avant l'arrivée donc à Beaucouzé, on va voir, est-ce qu'on s'est craqué sur la photo ou pas, on va essayer de voir ça. Ça, c'est l'arrivée du côté de Beaucouzé 2010. Je crois que... 2011. Ouais, 2010, peut-être, je ne me rappelle plus. En tout cas, c'est bien toi, là. C'est bien moi. Bon, ça je va. crois que c'est la première. Ça, non, parce qu'il nous a chambré quand même sur la première photo. On va peut-être essayer de trouver. Justement, on avait Steve Savidan qui était intervenu en tout début d'émission. On va le retrouver, Steve, avec une deuxième question. Allez, alors, qu'est-ce que tu nous veux? Ma deuxième question va être sur quelque chose qui est très comparatif. C'est, tu préfères ta carrière de joueur de foot ou ta carrière d'entraîneur? Alors. Ouais, dur celle-là. Celle-là est pas mal. Juste au passage, j'ai eu... parce que c'est le club d'Ancenis qui m'a lancé, je ne voudrais pas l'oublier. Oui, en 2004, je crois, le RC 2004. Exactement. Un ancien club professionnel qui m'a lancé dans ce métier-là. Je dirais plus la partie joueur. Ouais, pourquoi? Parce que tu aimais cette passion du jeu ou Ouais, j'ai toujours été attiré. Là, j'ai 9 opérations dans les jambes, donc j'essaie de jouer encore un petit peu, mais c'est plus compliqué. Après, j'aime bien aussi ce rôle-là. La question, c'est Steve. Oui, c'est ça. Elle est relativement dure parce que j'aime bien les personnes, j'aime bien l'humain, et le management que je fais aujourd'hui me plaît aussi beaucoup. Bon, milieu de terrain offensif en tant que joueur. C'est ça. On a vu directeur sportif, entraîneur, joueur, plusieurs casquettes. T'as jamais été gardien? Non. Jamais gardé de but. Si, j'ai joué une fois, je crois qu'il y en a qui vont rigoler, en vétéran. Ah bon, alors là, on va pas... J'étais pas en pleine forme. Non, mais ça, on n'a pas de document. En revanche, il y en a qui a des documents sur le gardien de but et sa solitude. C'est notre ami Richard Coffin qui nous a fait son petit édito sur le gardien de but cette semaine. C'est parti. Quelle différence y a-t-il entre Albert Camus et Vladimir Nabokov? Vous allez me dire, ils ont tous les deux écrit des livres. Bravo, je vois que j'ai affaire à des lumières. Non, ils ont tous les deux été gardiens de but, comme le pape Jean-Paul II et Che Guevara d'ailleurs. Mais bon, là je m'égare. Bon, cela dit, gardien, c'est un peu comme écrivain. Des gens solitaires peut-être, mais qui aiment aussi être au centre de l'attention. Et quand ça se passe, comme Alexandre Letellier, qui arrête le pénalty de Jimmy Briand en demi-finale de Coupe de France et permet, entre autres, au SCO d'Angers d'aller en finale, c'est tout bon. Et là, on se dit, c'est vraiment chouette de jouer à ce poste. Sauf que le gardien étant le dernier rempart, quand il se rate, évidemment, c'est la cata. Du pauvre Erwin Zelazny, le gardien du FC Nantes qui se trouve face à Nice en Coupe de France en 2014, à Andy Assembe en demi-finale de la Coupe de la Ligue en 2017 avec Nancy, les exemples ne manquent pas et font alors le tour des réseaux sociaux. Et ce n'est pas juste. Qui mieux qu'un numéro 1, fût-il un ancien international brillant comme Joël Batz, peut résumer ça? La solitude du gardien. Faut dire que tu avais perdu et mal joué. La faute à ce ballon, à ce tir détourné. J'ai voulu t'offrir un verre, histoire d'oublier, mais tu as refusé. Tu es parti, tout seul. Puisqu'on parle musique, enfin qu'on s'en approche,
Comme disait Paul Smith, le gardien c'est un peu comme le batteur dans un groupe de rock, dans le collectif mais un peu en retrait. Celui qui donne du rythme, de la voix aussi. Enfin là, il y a un moment, il faut que ça s'arrête quand même. Ah, oui, il vaut mieux être gardien de but, on ne peut pas être à la fois gardien et chanteur, hein. Non. Même si on a beaucoup ri aussi avec cette chanson. Rusty est capable de le faire, lui. Oui, je pense que voilà. La prochaine fois d'ailleurs, on va lui demander de nous envoyer une petite vidéo sur ses chansons. Allez, on va évidemment s'intéresser maintenant au club de Saint-Nazaire Atlantic Foot. On va regarder quelques logos d'ailleurs parce que on va en parler, mais il y a eu une fusion entre les deux anciens clubs. Alors ça, c'est celui de Saint-Nazaire Football Club, le blason, et puis il y a celui, le nouveau, évidemment, du Saint-Nazaire Atlantic Foot avec le maillot qui est aussi derrière moi sur le sweat que tu nous as ramené. Très sympa. C'est parti, on va passer à la rubrique SNAF, le début de saison. Allez, on va parler de ce début de saison. On va commencer par d'abord regarder le classement, comme avec les pros, hein. On va regarder ce qui s'est passé depuis le début pour voir où vous vous situez dans le classement. Et hop, voilà, première place. 21 points. Un vaincu ? Non, une défaite. Une défaite. Ah, une défaite. Allez, une défaite, c'est un bon début de saison. Oui, on va rester très humble. Ouais, c'est un très très bon début de saison. En plus, Il y a eu quoi, 10 matchs ? Il y a eu, ouais, c'est ça, 10e journée. On est exempt ce week-end là, pour la 11e journée, donc oui, 10 matchs. Bon, pas mal, ça satisfait en tant que directeur sportif, en tant qu'entraîneur, ça se passe pas mal ? Oui, vu la situation du mois de juillet, voilà, il a fallu que je prenne les rênes. Donc non, c'est bien. J'ai un groupe qui est extrêmement sain, qui travaille très très bien. Donc non, on est pour l'instant dans le projet au niveau des points. Alors, en quelques mots, ça va être dur, mais quand tu débarques en octobre 2019 à Saint-Nazaire, d'abord, tu as coupé un peu avec le foot parce qu'il y avait eu 8 ans à Beaucouzé, c'était aussi lourd à digérer. Et puis, on t'appelle pour la 3e, 4e fois du côté de Saint-Nazaire, et là, tu replonges. Ouais, franchement, j'ai mis du temps. Ouais. Saint-Nazaire, ça faisait quelques années qu'il voulait que je vienne, et donc je voulais finir mon projet à Beaucouzé. Et je voulais, ouais, c'est vrai, j'ai arrêté Beaucouzé, complètement arrêté le foot. Et voilà, je me suis retrouvé au camping et pour couper, ils m'ont harcelé. Et comme j'aimais beaucoup le président Jérôme Hamelin, Bab, du coup, je suis venu l'aider. Donc ça fait arriver 24 mois que je suis là. Je connaissais le chantier naval, mais... Et là, c'est un gros chantier. Le chantier du SNAF. Fallait m'appeler, je t'en aurais parlé. C'est compliqué, Saint-Nazaire et le football, hein, pour arriver dans un haut niveau. On le sait, dans les années 70, le club a été en 4e division avec la CN à l'époque. Mais depuis, ça a toujours été une vraie galère pour que le club arrive en N3, N2. Ça a été même... ils sont allés en N3, puis ils sont redescendus, là. C'est ça. Je pense qu'il ne faut pas sauter les étapes. Il faut commencer par le bas, par les jeunes. Et... Il faut structurer. Je ne suis pas plus inquiet que ça sur le projet sportif. Il faut structurer. Voilà, il faut que les gens apprennent à vivre ensemble dans la structure. C'est l'issue de deux clubs qui ne s'appréciaient pas forcément avant, qui se sont retrouvés dans le même club. Et puis voilà, on les rassemble petit à petit et ça se passe bien. forme. Ça se passe bien. Ça prend forme. Bon, tant mieux. On va évidemment voir ça. D'ailleurs, l'arrivée aussi d'un autre ancien nazérien, Johan Poulard, qu'on va pouvoir voir, qu'on connaît bien, puisqu'il a joué à Nantes, il a joué au Mans, il a joué à Ajaccio, il a été directeur sportif aussi de la CA Ajaccio. Et puis là, il revient à Saint-Nazaire aussi, à son club d'origine. C'est ça. C'est Alors, génial. pas du côté sportif, hein. On est d'accord. Marketing. Non, yo-yo, ouais, Partenariat. c'est vraiment bien. Il y a le président qui est à côté. Puis cette image, elle est symbolique. Je vais te dire quelque chose, Anto. C'est un président à côté qui est nazarien. Johan est nazarien. Et moi, je suis pas nazarien. Je suis là pour faire un audit, pour reconstruire. Voilà, on m'appelle le bâtisseur. Et je trouve que symboliquement, dans ce projet du SNAF, à un moment donné, il faudra un Nazarien aussi à la tête de cette équipe. On a commencé la dernière avec Renaud. Bon, il y avait un souci de diplôme, mais voilà, c'est pas son dernier mot, c'est pas le dernier mot. Mais aujourd'hui, mon objectif, c'est de former ou de trouver un profil qui soit Nazarien et qui réodore, qui donne beaucoup de couleurs aussi au club. De couleurs au club. Il y a une vraie identité. Il y a une vraie identité. Il y a des gens bien. Des gens très très bien dans ce club. Bon, eh bien, je ne sais pas si le foot féminin va se développer également du côté du SNAF. On le verra dans les prochaines semaines, prochains mois. En tout cas, bien c'est Guillaume Brochet, notre collègue de la Ligue régionale de foot des Pays de la Loire, qui lui s'est intéressé au cas du foot féminin et notamment au retour d'une internationale qui avait été formée du côté du Mans dans la Sarthe. On va le regarder. Aujourd'hui, on compte 35 jeunes filles au niveau de la section féminine à Brett, avec des équipes U6 à U9 et une équipe U10 U13. On s'est rendu compte que les filles, il y en avait, qui souhaitaient s'investir dans le foot féminin. J'ai souhaité faire
venir au CERN aujourd'hui pour à la fois promouvoir le football féminin au sein du club, mais aussi avant tout pour que les filles en fait aient une référence. Ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui auprès de Charlène avec qui j'ai évolué pendant plusieurs années au Mans D2. Et ça me fait plaisir de partager ce moment, de parler un peu de mon expérience personnelle, de parler de mon parcours professionnel aussi. Et que ce soit un petit peu aussi peut-être leur exemple ou un modèle pour elles. Et leur donner un petit peu des clés pour avancer. Et voilà, et ça me fait plaisir d'être à ses côtés. Je me souviens encore de Laure Boulot qui était passé nous voir nous à Vège, et franchement c'était une super expérience, c'était quelque chose de beau, et quand on est petit forcément on les regarde avec des étoiles dans les yeux. Donc c'est des exemples, c'est des modèles pour nous. Donc aujourd'hui j'ai voulu réitérer cette chose, moi aujourd'hui en étant grande, en étant leur modèle on va dire. Et voilà, aujourd'hui c'est un plaisir et je suis fière d'être ici. Et voilà, le foot féminin qui se bâtit, qui se construit. On t'appelle le bâtisseur, justement, Lionel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as aussi l'ambition de voir Saint-Nazaire beaucoup plus haut que la R1? Ouais, non, c'est peut-être mes origines portugaises, moi, je ne sais pas, mais il y a eu 3 projets différents. On se dit un ancien club de D2 qui était malheureusement la dégringolade. Où les gens parlaient beaucoup de l'histoire, en fait, et pas de l'avenir. La 4e année, on gagne tout, on monte les 3 équipes seniors, on monte nos U19 en nation, et on ne peut pas l'accepter financièrement, les U17 montent, et c'était presque passé inaperçu. Et aujourd'hui, je suis content parce que je l'ai dit à William Fraboulet, l'entraîneur actuel. Je crois que de son groupe, il y a 12 ou 13 joueurs que j'entraînais moi à l'école de foot et qui sont il y a restés 15 ans avec un groupe d'éducateurs et qui sont là. Voilà, après... c'est ce que tu veux mettre en place à Saint-Nazaire? Ouais, c'était ça. Après, c'est complètement différent projet. Beaucouzé, je voulais quelque chose qui n'était pas connu à l'époque. 300 licenciés, 600 aujourd'hui, avec une grosse stabilité. Et puis là, le gros chantier de Saint-Nazaire. Le gros chantier de Saint-Nazaire. Mais il ne faut pas brûler les étapes, il faut y aller progressivement. Il faut aussi la gestion de plein de choses. Aujourd'hui, le foot a changé. En plus, le Covid n'a rien arrangé. Tu parlais, les parents aussi oui. C'est aussi important d'avoir une aide à la fois des bénévoles, mais de la présence des parents sans que ce soit trop présentiel. Aujourd'hui, j'ai assez d'amis parents. La gestion des parents est compliquée. Il faut qu'ils arrivent à prendre beaucoup plus de recul parce qu'ils fragilisent plein de choses. Ils fragilisent déjà les arbitrages. Ils fragilisent les éducateurs parce qu'ils ne sont pas dans le projet du club. Et puis surtout, il faut qu'ils se rendent compte qu'ils fragilisent aussi leurs propres enfants. Et... Pas d'interventionnisme, pas de choses comme ça. Laissons faire les éducateurs et les arbitres. Ouais, si le message peut passer, faites-nous confiance. Bon, et ça c'est un message en tout cas qui est passé. Allez, on va continuer à parler de foot, mais de foot pro rapidement avec Nantes et Angers. Mais avant, on va s'intéresser au zapping de la semaine. Comment travaille de la part? Il n'y a pas hors-jeu là du côté. Pourquoi pas avec Massormina? C'est mettre le ballon. Pour Bamba qui tire. Et c'est le but! But pour le FCBB du numéro 23. Attention à ce ballon en profondeur pour Yankouba Jarjou qui va se présenter. L'ouverture du score pour le SO Cholet. Yankouba Jarjou qui marque. Techniquement, on assiste à un match où il y a très peu de déchets. Madi Talal peut-être pour la frappe. La frappe de Madi Talal, elle est au fond. Quel but de Madi Talal. C'est splendide cette égalisation. Et il y aura un penalty. Penalty à Anthony Beuve, le pied droit de Yohan Leméoté. C'est arrêté par Anthony Beuve. Echeverria, il y a une faute là. Il y avait une grosse faute, monsieur l'arbitre. Il y avait une faute énorme. Maggiotti qui marque le deuxième but. Oh là 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 là. Oh là là là, le but de Maggiotti. Et voilà, Laval, certainement l'équipe pour l'instant la mieux placée pour accéder à cette fameuse Ligue 2 dont on parlait avec tout à l'heure. Eh bien, notre invité du jour. On passe tout de suite, Lionel, à la Ligue 1. Allez, il nous reste 45 secondes. On va regarder ensemble le classement de cette Ligue 1 et puis les matchs à venir. Tout de suite, le classement. Vous voyez qu'Angers est 8e, que Nantes est 13e avec 22 points, 3 points d'écart entre nos deux clubs. Un petit mot justement sur Angers. Leur saison, il y a eu un gros changement quand même avec le départ de Stéphane Moulin. Ouais, c'est ça. Pardon, je regarde les classements parce que mes éducateurs sont nantais. Donc... Ah d'accord, c'est pour ça. Non, ce que fait Gérald Batic, c'est énorme parce que il y avait un staff qui était bien en place et il arrivait avec ses idées, avec un système de jeu différent et ce qu'ils font, c'est énorme. C'est énorme, effectivement. Rapidement, les matchs à venir pour nos deux clubs avec, on va le voir, deux réceptions. La réception de Lens de Franck Hez, justement, pour le FC Nantes. Et puis la réception de Clermont Foot pour le SCO d'Angers. Allez, attention, t'as pas mal aux oreilles? Un petit peu. Bon, ça va devenir. C'est parti pour le quiz de fin.
Allez, le quiz de fin pour Lionel Duarte, 49 secondes. Une question. Parmi ces 3 clubs où justement a joué un certain Steve Savidan, dont on a parlé pendant toute l'émission, eh bien dans lequel a-t-il inscrit le plus de buts? Alors réponse A, est-ce que c'est à Châteauroux qu'il a inscrit le plus de buts, Steve? Est-ce que c'est à Beauvais ou est-ce que c'est à Ajaccio? A, Châteauroux, B, Beauvais ou C, Ajaccio? Je dirais Châteauroux. Châteauroux, t'es sûr? Non, avec lui... Non, on n'est jamais sûr. On n'est jamais sûr. Alors réponse? Eh ben non, Châteauroux, il avait inscrit 3 buts seulement, Beauvais 3 également et Ajaccio 7. Allez, on va pas t'en vouloir, on va surtout te remercier pour ta venue Lionel et puis souhaiter une très très belle saison et de belles années au SNAF. Un petit dernier mot? Ouais, merci pour cette belle émission, merci pour cet accueil et plein de réussite dans votre émission. Eh ben merci beaucoup. La semaine prochaine, on se retrouve avec un autre club amateur, avec La Roche VF qui va jouer en Coupe de France et ce sera avec un certain Charlie Charrier, le capitaine. Bye bye, bonne semaine.